Merci d'accueillir Christophe Hermans et Christelle Meurice. Je pense qu'elle est dans la salle. Oui. C'est toujours la question avec laquelle on ouvre nos discussions ici au Palace. Quelle est la genèse du projet, l'origine, et puis comment vous avez mis en place ce projet ? Au départ de ce film, il y a d'abord un premier qui s'appelait En attendant la deuxième vague, qui est né du fait d'une nécessité pour moi de raconter une histoire, c'est-à-dire il se passait quelque chose dans le monde qui devenait important, et je me suis posé beaucoup la question de la responsabilité quand on est cinéaste documentariste, de savoir faut-il y aller ou ne faut-il pas y aller ? Faut-il aller filmer une guerre ou faut-il prendre du recul ? Voilà, c'est toujours une question que je me suis toujours posée, de pouvoir me dire, tiens, si quelque chose arrive comme ça, est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas ? Je n'y allais pas, jusqu'au moment où une connaissance qui était ingénieur du son est décédé du Covid dans un hôpital. Et là, j'ai voulu me dire, voilà, et là, je dois y aller, je trouve la nécessité de pouvoir me rendre sur place. Et là, j'ai contacté le CHU de Liège, avec qui j'avais déjà collaboré pour d'autres projets, qui étaient un documentaire qui s'appelle Victor. Il y avait 2 séquences dans le CHU de Liège. Et là, on m'a ouvert les portes et j'ai rencontré Christelle. Et de là, il y a eu un premier film, mais j'étais déjà un petit peu après la guerre, quelque part, dans le premier film. Et donc les infirmières, et dont Christelle, médecin, m'a dit que si tu voulais voir, tu es passé à côté de quelque chose. En tout cas, si tu veux voir notre travail, si tu veux voir nos carapaces, attends-toi à la deuxième vague et viens la filmer. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né ce film. Donc on va dire le premier était un peu un repérage du deuxième, avec cette envie de pouvoir surtout continuer à accompagner les chefs infirmières, des médecins que j'ai suivis pendant le premier film, donc de continuer un chemin et de ce travail sur la confiance. Christelle, donc Christophe vient à la fin de la première vague, on va dire. Comment vous l'accueillez ? Bien, j'imagine, puisque vous lui proposez de revenir à la deuxième. C'était quoi pour vous ? Quel était pour vous l'intérêt d'avoir une équipe comme ça, un cinéaste qui vient vous suivre et vous filmer dans votre travail ? Je crois que déjà pendant la première vague, et ici encore plus singulièrement, on avait le ressenti de vivre quelque chose qui était un peu innommable ou inimaginable pour le commun des mortels. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on a d'abord rencontré Christophe, ils sont venus sur la pointe des pieds, hein, ils sont vraiment venus à notre rencontre. Et donc c'est comme ça que petit à petit, on a ouvert les portes, nos cœurs, les cuisines, hein, parce que première vague, comme il dit, il est arrivé un peu tard, donc il profitait des gâteaux, des œufs en chocolat, des mauvais raviolis. Ils ont fait vraiment leur place au sein des équipes, mais l'idée c'était de se dire, oui, c'est probablement important, peut-être dans l'histoire, qu'il reste une trace de ce qu'on a vécu en fait. Parce qu'on sentait bien que c'était complètement abstrait pour les gens et que même nous, les gens qu'on côtoyait ou les familles, on ne savait pas exprimer ce qui se passait. Et donc c'est vrai que quand on a senti la vague, la deuxième qui était vraiment, on a bien senti que ça allait être vraiment quelque chose d'assez... Au départ, on pensait similaire, mais en fin de compte, c'était bien plus. On a rappelé Christophe en disant, si tu veux vraiment voir ce que c'est maintenant. Et donc, de fait, il est revenu. Et toutes les portes étaient déjà ouvertes partout, en fait.
Alors il y a un dispositif qui est assez radical, hein, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de mise en contexte, on a juste 3 cartons temporels, donc octobre, novembre, décembre, qui séquencent un peu, je dirais, 3 phases dans le film. Ce dispositif, je dirais assez radical, c'était dès le départ, vous aviez ça en tête. Et donc ça c'est une question pour Christophe. Et puis pour vous, c'était comment pour vous d'avoir, finalement, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de... on vous suit, quoi. Enfin, peut-être qu'il y a eu des interviews et puis après quoi, les a bougés, mais ça m'intéresse d'avoir un peu des éléments de réponse par rapport à ça. J'ai jamais travaillé avec des interviews, en fait, dans tous mes documentaires. J'ai pas recours à cette manière de raconter une histoire. Par contre, j'aime bien raconter avec décor, quoi. Ça, c'est toujours été mon petit dada de raconter comment on peut voilà, c'est une profession. Je voulais travailler sur le métier d'infirmière, de médecin, de soignant, et j'avais envie de voir comment un corps traverse les espaces, comment un corps porte, soutient, relève, parfois craque. C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Donc, ce dispositif était venu assez tôt. Puis on avait envie avec le monteur, une radicalité aussi dans ce film, c'est-à-dire de commencer comme Rosetta, quoi, de Jean-Pierre et Luc. C'est-à-dire on suit un corps de dos et il va nous amener, il va nous ouvrir des portes. Alors que dans Rosetta, elle défonce des portes pour pouvoir continuer à avoir son travail. Ici, c'est justement une femme qui traverse et pour essayer de soulever ces gens, les maintenir en vie. Et donc un film de lutte. Voilà. Je pense que Rosetta est un film de lutte également. Donc ça a été pour nous, en tout cas pour moi, quand je faisais moi-même la caméra, je me parlais à moi-même en me disant voilà, on avait envie de faire un film comme ça, et avec une grande difficulté au son, parce que effectivement c'était tributaire de ce qui se passait, et parfois on pouvait interagir dessus et parfois on ne pouvait pas. Donc du coup ça amenait des difficultés aussi de travail. Donc on a travaillé à 2 personnes, on n'était que 2 dans l'hôpital, et je pense que c'est déjà beaucoup, surtout que notre place n'est pas forcément légitime. Donc parce qu'on prend une place forcément potentiellement une famille, potentiellement un soignant, on est dans les pieds des gens. Et ça a été une difficulté, oui, peut-être. Mais bon, c'est ça, être cinéaste, je pense, c'est d'aller mettre le pied là où d'autres n'iraient pas. Mais je pense essayer de l'avoir fait avec humanité, respect du travail de ce corps soignant. Christelle ? Oui, mais il nous avait vraiment présenté la manière dont il travaillait, donc on savait bien que c'était pas des interviews. D'ailleurs, certaines personnes au tout début, quand Christophe a dû arriver, ont plutôt une réaction non, moi je veux pas passer à la télé, je veux pas de ça. On a dit mais c'est pas de ça dont il est question. Et puis ensuite, dans le film, je pense que ça se voit, on ne remarquait plus quand il était là, en fait, Christophe. Donc, que ça soit Christophe ou Nicolas, on les voyait 2 minutes le matin, le temps qu'on nous mette les micros, et puis chacun partait un petit peu dans sa journée. Et parfois, ils étaient là, parfois, je ne les voyais pas de la journée, et en l'occurrence, j'ai vu, grâce au film, ce qu'ils faisaient le reste de leur journée. Puisque on le voit bien, on vit un peu dans des mondes parallèles. On vivait dans des mondes parallèles. Et Christophe, grâce à son œil, a permis de voir qu'il y avait évidemment des liens et une continuité dans ces unités qui ne fonctionnaient pas de la même manière. Mais donc, nous, ça ne changeait pas grand-chose. On ne se rendait pas vraiment compte qu'ils étaient... derrière nous, à côté, on était dans notre action à nous, quoi. Alors, on va passer la parole au public à un moment donné, mais comme j'ai le micro, j'en profite. Le film est divisé en 3 parties, qui sont un peu les 3 mois de cette crise, avec une première partie où on voit
il y a un peu une prise de conscience de ce qui se passe, avec des questions de responsabilité, des questions morales. Qu'est-ce qu'on fait avec si on a trop de patients, si on doit choisir entre l'un ou l'autre. On a une deuxième partie où quelque part la mort arrive aussi avec des patients qui décèdent, avec aussi à un moment donné l'extérieur qui vient dans l'hôpital, avec tous les retours qu'on a sur la population qui était, je dirais, la première vague très soutenante, et puis après qui devient beaucoup moins. Et puis, je dirais, la dernière partie où on fait un peu le bilan, et on prépare la suivante. Ça, c'était évident je dirais, dans ton découpage de ces trois parties comme ça? Non, pas du tout. Okay. Ça se trouve dans l'écriture du montage, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas de recul nécessaire quand je tournais. Je savais que voilà, j'avais un lien avec Frédéric Marie, donc le patient, et il me servait de fil conducteur et de fil rouge. Après, j'avais envie de pouvoir suivre le métier, comme je disais toujours, le métier à travers des étapes. Et la question du bilan, par exemple, c'est une réflexion qu'on a eue beaucoup avec le monteur, Joël, pour se dire, tiens, c'est aussi la possibilité de prendre le recul, la question du recul. Après, il y a une partie, comme je pense que Joël aime beaucoup, c'est la partie du début, qui est une partie dans l'action, et progressivement, l'action se calme. Donc c'est un film qui commence caméra à l'épaule et qui finit sur pied. Voilà. C'est-à-dire qu'on décide d'apaiser le film. On décide la situation si ça pèse. Donc c'est cette réflexion comme ça qu'on a essayé de mener au montage, et je pense qu'on essaie plus après d'intellectualiser le film quand le film est monté, mais je pense que ça a été une impulsion, une impulsion de comment on a vécu les choses, quoi. En tout cas, j'avais envie de faire un film de guerre, ça c'était sûr que c'était un départ, et j'avais envie de monter ça comme ça au départ, de trouver un rythme, mais surtout dans le rythme, de trouver un rythme qui n'était pas celui qu'on avait pu voir, entreapercevoir dans la première vague avec l'hôpital en Italie, c'est-à-dire de vouloir faire du sensationnel pour rien, quoi. Donc moi je voulais vraiment relater la marche, on va dire, de ces infirmières. Et donc on a trouvé un rythme qui était là, et ce rythme-là, on lui a donné une consistance progressivement. On a commencé à le ralentir. Toutes les séquences avec Frédéric Marie ralentissent, dont cette scène au milieu du film qui est l'intubation avec la question entre la religion et la science. Qui va gagner? Aucun des deux finalement. Mais ça soulève des questions. Donc du coup, on a créé ce chemin que vous avez dit, et je suis content que vous voyez ça derrière. Et de votre côté, Christelle, ces trois moments, ils existent là quand vous le vivez, ou bien c'est en voyant le film que vous en prenez conscience? Non, peut-être qu'ils n'existent pas. Non, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Donc moi, quand je revois le film, ça me replonge, évidemment. On sent bien ce stress qui monte de manière importante, à se dire, mais ça va pas, où est-ce qu'on va mettre nos patients? Enfin, on le voit d'ailleurs, hein, ces questions éthiques qui se posent. On a travaillé dans des conditions qui n'étaient pas sécures pour les patients, je veux dire, et pour nous non plus, et dans un certain inconfort. Donc on voit le stress où on se dit, ça y est, ça va pas aller, cette fois-ci, ça va pas aller. Et puis on voit qu'on commence un petit peu à respirer grâce au transfert, hein, c'est ce qui nous a sauvés. Et puis on est dans une phase plateau, et puis ça redescend. C'est à chaque fois comme ça que ça s'est passé, avec des intensités qui ont été différentes dans le temps et géographiquement aussi. Dans le film, moi, ce qui m'a frappé, alors je prenais des notes en le regardant, hein, et je me dis, on voit que des femmes qui soignent et des patients masculins. Et puis c'est pas le cas, parce qu'à un moment donné, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'hommes aussi qui sont là, qui décident. Mais c'est quand même
la grande partie du film, c'est quand même des femmes qui sont dans l'action, qui sont dans... Ça, c'était il y avait un choix là, derrière ça, ou bien c'est comme ça que ça s'est mis, que c'était là où c'était le plus intéressant? La question, c'est pourquoi on décide de filmer un corps? Pourquoi on décide de filmer ce corps, ce protagoniste? Pourquoi on choisit? Je ne sais pas la réponse à vous donner, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on est constitué... En tant que documentariste, on a envie on ressent un besoin de filmer une personne. Pourquoi Christelle, je trouve qu'elle est cinégénique? Pourquoi je trouve que j'ai envie de mettre mon regard sur elle? Pourquoi? J'ai mille et une réponses, mais la justifier ne serait pas très intéressant, je pense. Je pense que je sortais d'une fiction qui s'appelait La Ruche, dans laquelle j'avais filmé 4 femmes. Avec une défaillance. C'est un hommage quelque part au portrait de ma relation singulière avec ma mère. Et ici, je venais quelque part me soigner avec d'autres femmes dont leur métier c'est soigner, c'est protéger. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a simplement un passage qui s'est fait naturellement. Et puis voilà, moi je trouve que dans le premier film, on voyait souvent que c'est les hommes qui dirigent. On voyait les réunions des chefs, c'était que des hommes. Et dans ce deuxième film, je vois les femmes monter au pouvoir. Je vois les femmes qui sont là, prêtes à tout pour y arriver, quoi. Et ça me touche, oui. Pourquoi ça me touche alors là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans le public? Oui, c'est juste pour... déjà, félicitations Christophe et Joël. C'est un peu pour rebondir sur pourquoi on voit des femmes... pourquoi Christophe filme des femmes, mais c'est aussi parce que tout simplement, dans les métiers du care et dans les métiers de prendre soin, sociologiquement, ce sont principalement des femmes qui sont dans ces postes-là, des postes qu'on ne voit pas, des personnes invisibles. Et donc je trouve que, avec le recul, moi, personnellement, je trouve c'est très intéressant de voir au travail ces personnes-là qu'on ne voit pas, qui sont souvent très mal payées et qui sont principalement des femmes. Donc, voilà. Merci. Une autre demande? Personne? Là-bas. Merci, c'est juste pour vous féliciter. Donc, mon nom c'est Steven van Gucht, je suis l'homologue de Yves van Latem en Wallonie. Et pendant la pandémie, je félicite Christophe et le régisseur et aussi Christelle, parce que c'était vraiment important, je pense, de prendre cette initiative. Et ce qui me touche vraiment, c'est que j'ai beaucoup parlé des chiffres. Nombre de lits occupés, l'épidémiologie et tout le truc, mais je n'ai pas vu les visages, les patients, les trucs dans les hôpitaux. J'avais une idée, mais ça me touche de voir ça. Et je pense que c'est vraiment un document extrêmement important. C'est vraiment un document, je pense. Je suis très content que quelqu'un l'a fait, parce que je pense... beaucoup d'autres l'ont oublié de le faire, et donc je vous félicite et je pense que c'est du très bon travail. Merci. Est-ce que vous voulez réagir à ceci? Oui. Christelle? Merci Steven et merci Geert d'être là. Il faut savoir que Steven et Geert et moi et d'autres, on s'est rencontrés juste après ça. J'ai le souvenir d'Erika qui m'appelle et on est... fin novembre, début décembre, et je suis dans l'unité et elle me dit « Christelle, on va constituer un groupe, est-ce que tu veux bien venir ?» Et je suis dans l'unité quand je parle avec elle, et pour moi c'était important de pouvoir vous inviter parce que je savais bien que vous seriez touchés humainement et que, comme je disais, même nos plus fervents supporters, puisqu'on le voit dans le film combien les soignants sont en souffrance par rapport au regard de la société.
Et je sais que voilà, les gens du GEMS, par définition, travaillaient pour protéger les soins de santé. Mais une chose, c'est de voir les chiffres, et l'autre chose, c'est de découvrir ce qui se passait vraiment dans les hôpitaux. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment un document, c'est quelque chose qui, pour moi, traversera le temps et permettra peut-être aux gens, dans 10 ans, dans 20 ans, de le regarder et de se dire « Ah, mais c'est ça qui se passait ». C'est pour ça qu'on n'a pas pu fêter Noël en 2020. C'est ça qui se passait. Et ça, je ne remercierai jamais assez Christophe d'être venu tourner et puis faire ce magnifique documentaire qui effectivement rend justice aussi aux soignantes et aux soignants qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont tout donné dans la bagarre, quoi. Et on le voit dans le film, on était dans du soin et dans faire attention aux patients, à son bien-être, malgré les circonstances qui étaient compliquées. Là, on voit aussi, ce qui est impressionnant dans le film, c'est ce questionnement permanent qu'il y a dans le corps médical, le corps soignant, de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que de la responsabilité qu'on a. Il y a toujours un questionnement moral sur ce qu'on fait. Donc, quand Christophe dit c'est un film de guerre, où il faut prendre des décisions très rapides et tout, on voit malgré tout que dans tout le long du film, il y a ces questions qui reviennent et qui sont, je pense, très importantes, en effet, d'être documentées et de voir qu'on ne fait pas n'importe quoi en fait, dans un hôpital. Et ça, c'est quelque chose que, quand on n'y travaille pas, on n'a pas forcément accès à ça. Donc, en effet, c'était important de pouvoir le voir comme ça. Oui, et puis c'est la question des médias, en fait. Oui. Moi, je questionne dans ce film, je questionne les médias, je questionne les diffuseurs. Je veux dire, je questionne les JT, je questionne de comment l'interprétation d'un fait et surtout, vous vous rappelez, on se rappelle tous qu'on applaudissait à 20h. Je veux dire que les infirmières détestaient ça. Il faut se rappeler, elles n'aimaient pas. Pourquoi applaudir à 20h alors que ça fait 25 ans qu'elles font leur métier? Et après, quand il y a une deuxième vague, là, on a décidé de dire qu'elles étaient responsables de tout. On ne fêtera pas Noël à cause d'elles. Voilà. Et ça, on ne se rend pas compte que ça impacte. Ça impacte très très fort. Parce que ces femmes ou ces hommes, mais comme Sophie l'a dit, voilà. 80% sont aussi des mères, ont des vies de famille et on subit ça également dans leur vie privée. Ici, ce sont des femmes qui respectent leur vie privée, elles ne sont pas en train de parler d'elles, elles sont en train justement de donner du soin à l'autre. Donc c'est pour ça que je montre une scène avec Patricia Modanes qui à un moment a détecté Covid et qu'elle parle un peu de sa famille, mais elle ne s'appesantit pas sur son parcours. Elle est là, elle revient, elle lutte. Elle aurait pu très bien rester chez elle, mais non, elle retourne. Et donc pour moi, c'est aussi ça, derrière ça, c'est montrer que l'information que nous recevons, il faut parfois un peu la contester aussi, mais nous le savons, nous le savons de plus en plus. Notre intervention? Oui, la mienne. Ah, pardon. Juste là. Juste là. Ah, ok, allez-y. Bon, mon nom c'est Insera Jennifer. Je viens donc de l'école l'Elbe, qui se trouve près du campus Erasme, qui donc nous a donné cette opportunité de venir voir votre film. Je voulais tout d'abord vous féliciter à toute l'équipe du tournage et surtout aux aides-soignants, aux infirmiers, aux médecins, et vous dire juste mon point de vue du film qui était vachement riche en émotions, comme justement la scène qui est justement là, les personnes âgées qui nous ont fait un peu pleurer. Et enfin voilà. Très beau film. Merci.
Bonsoir, donc je vous remercie d'avoir mis en avant les équipes médicales et aussi d'avoir remis en avant les patients, parce que ça, je crois que c'était un truc tellement surréaliste de se dire que ces gens étaient tout seuls à l'hôpital, loin de leur famille. Et donc il y a évidemment ce portrait de Frédéric Marie qui est juste magnifique. Et je trouve que c'est un très bel hommage aussi à ces gens. Et je voulais savoir si la famille avait vu le film et comment elle, parce que bon, je trouve que c'est pas évident d'avoir quelqu'un comme ça, voilà, qui est en fin de vie. Et donc comment eux ont perçu ce film. Et, enfin voilà, moi je trouve ça hyper important parce que c'est un truc aussi où ça a anonymisé aussi les gens, puisqu'on avait des chiffres en continu. Donc on a pu remettre des visages sur les soignants, mais on a pu remettre des visages aussi sur les patients, et je trouve que ça c'est hyper important. Merci. Aujourd'hui, on n'a pas la chance d'avoir Yanis, le fils de Monsieur Marie, mais il nous accompagne à chaque avant-première pour l'instant. Donc dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, il aurait pu répondre à votre question. Donc je vais essayer de répondre à sa place. Vous savez que quand on commence à filmer en documentaire quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un protagoniste, il y a une distance qui est là. Mais au fil et à mesure du temps, cette personne devient de plus en plus proche. Et c'est pareil avec Monsieur Marie. Donc c'est pareil avec son fils, c'est pareil avec sa femme, c'est pareil avec sa petite fille. Donc on commence à créer un lien. Et ce lien devient très intéressant au fur et à mesure du tournage parce que je me rends compte que je le connais. Parce que c'est une figure à Liège qui était très, très médiatique quelque part parce qu'il s'occupait des enfants défavorisés de Droax. Il tenait, c'est un boxeur, voilà. Et progressivement, on se rend compte qu'on a des amis en commun et je crée un lien. Je crée surtout un lien avec Yanis qui a 30 ans, moi j'en ai 40, on est un peu sur là. Voilà. Et je deviens le lien, en fait, si vous voulez, entre l'hôpital et son père, parce que bon, il avait des contacts régulièrement avec l'hôpital, la famille, mais moi je pouvais donner des informations supplémentaires quelque part, pas forcément du type médical, mais simplement de comment ton père va aujourd'hui, voilà. Et vient le moment de l'intubation, et là c'est Monsieur Marie Frédéric qui demande à Patricia Modanès de me téléphoner pour que je puisse être présent. Donc on reçoit un coup de téléphone avec Nicolas, l'ingénieur du son, il est 21h et on repart. Voilà. Et il me dit, tu peux être là, tu peux filmer ce que tu veux. Donc après, on se pose beaucoup de questions de qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on ne peut pas filmer, jusqu'où on va, où on s'arrête. On a filmé beaucoup plus, on s'est arrêté en montage. On a trouvé que notre pudeur s'arrêtait là, je pense que c'est déjà assez significatif. Et après vient ce moment où il est plus conscient, forcément, à part un moment où il entend et il y a ce doigt qui se lève, tout va bien. C'est un moment très fort hein, pour nous quand on tourne et voilà, c'est un moment où on dit mais il nous entend. En fait, il nous entend. Et donc je continue ce chemin avec lui de lui raconter comment se passe le tournage et qu'est-ce que je filme dans les autres services. Et arrive le moment du décès. Et là, si vous voulez, on remet, avec la production, on remet en question tout ce qu'on a filmé sur lui. C'est-à-dire qui nous sommes aujourd'hui pour avoir filmé une personne qui est décédée. Et là, on a organisé une projection avec la maman, le fils, sa femme, pour savoir est-ce que vous vous opposez à ce film. En tout cas, est-ce que vous vous opposez aux images de Frédéric. Et là, la maman est en pleurs, et je me dis, voilà, on va devoir tout enlever. Elle me dit, mais merci. Merci d'avoir pu capter les derniers moments de mon fils, parce que j'ai pas pu le voir pendant 3 mois. Donc du coup, elle m'a remercié. Et puis, bon, voilà, on est sous le coup de l'émotion. Et puis arrive Yanis, et Yanis, il y a quelques mois, en fait, on lui pose la même question que vous posiez, et il dit, mais en fait, vous savez, c'est très dur un deuil, il est double. Vous avez un deuil d'une personne parce qu'elle est décédée, et puis vous avez le deuil de la mémoire, c'est-à-dire le deuil du souvenir de quelqu'un qui disparaît progressivement.
Et dit, grâce avec ce film, vous laissez mon père immortel et vous le montrez en fait dans ce qu'il était, c'est-à-dire dans quelqu'un qui pense humanité, qui pense qu'il y a toujours quelque chose de mieux ou de moins bon, mais il faut profiter du jour présent. C'est quelqu'un qui fait rire. Moi, je trouve que la séquence où il ne veut pas prendre l'hélicoptère, je le trouve magnifique, hein, en fait. On s'y retrouve quelque part, peut-être un peu tous. Donc, quelque part, c'est la figure humaine et d'humanité qui permet à ces infirmières ou tout ce corps médical, finalement, voilà, vous faites tout ça pour moi et je vous suis reconnaissant. Et donc, c'est une question de partage qui est en train de se faire entre toutes ces personnes qui sont en train de vivre cette guerre, voilà, du plus haut au plus bas, et on y est. Donc, la famille, j'ai la chance de l'avoir avec moi tous les jours, quelque part, pour supporter et être avec ce film. Une autre question ? Bonsoir et félicitations. Moi, j'ai une double casquette. Je suis soignante et enseignante, du coup, pour les métiers du soin. La deuxième vague a été pour moi un moment où j'aurais pu, je pense, arrêter ma carrière tellement c'était difficile. Donc, merci de mettre des images et des mots là-dessus. Et concernant mon rôle d'enseignante, ça a été aussi un moment très compliqué pour nos étudiants qui n'ont pas pu être accueillis dans leur parcours professionnel, parce qu'en fait, on n'arrivait déjà pas à survivre, nous. Et du coup, on les a refusés. Et à juste titre, hein, je ne sais pas ce qu'on en aurait fait à ce moment-là. On ne savait pas. Alors là, je sais que vous êtes fort occupés, mais en fait, plus tard, j'aimerais vous recontacter pour que vous veniez. Nous, on a 700 étudiants et j'aimerais leur montrer ce film, en fait. Donc voilà, je sais que vous êtes très occupés et je vous enverrai un mail plus tard. Mais je pense que, volontiers, hein, c'est un grand plaisir, quand vous voulez. Mais ce qui est important aussi dans un documentaire, et je pense que déjà j'ai beaucoup de chance qu'il soit diffusé au Palace, vous voyez, c'est très rare, donc invitez déjà vos étudiants à venir le voir en salle peut-être, ça peut être déjà un bon premier chemin. On peut l'organiser. Hein. Voilà. J'essaye beaucoup d'amener mes étudiants vers la culture, c'est parfois un peu compliqué, mais donc on verra quel est le chemin à faire, mais on essayera en tout cas que ça se rencontre. Ouais. Mais il y a un bar et tout, hein, c'est super sympa après pour boire un coup. Ils boivent pas beaucoup, les jeunes. Hein. Comment ? Ils boivent pas beaucoup, les jeunes. Ça dépend desquels. Alors ceux du soin, moins que ceux des écoles de cinéma, je vous promets. À Liège, on boit beaucoup. Christelle, sur ce point. Oui, moi, je pense que le film montre, on est un peu tous dans une certaine logique et personnellement, enfin, nous les médecins, vous le voyez, il y a des stagiaires qui étaient là. Je sais que les profs étaient sollicités dans les soins. Comme vous disiez, je pense que de toute façon, sur les 2 premières vagues, les gens avaient juste super peur de venir. Probablement que c'était pas une bonne chose, mais moi, il me semble, en tout cas à Liège, qu'on a fait jobber des infirmières étudiantes. Peut-être pas en première année, hein, mais des infirmières qui avaient un petit peu plus de bouteilles, il me semble qu'elles sont venues travailler, genre des 2e, 3e années, parce qu'on avait besoin de toutes les forces vives, en fait. Mais je comprends, je pense qu'on avait le même souci. Vous savez, dans le film, à un moment, elle dit « Fanny, viens, on va prendre le patient aux soins intensifs ». Et Fanny, c'était une assistante d'orthopédie. Et donc, on a eu dans notre unité des assistants de dermato. C'était extrêmement riche. Hein. Moi, personnellement, ça fait partie des choses que j'ai vraiment adorées parce que les gens sont arrivés en se disant mais qu'est-ce que je vais faire avec un stéthoscope, c'est pas mon métier. La fille, elle était en avant-dernière année d'orthopédie, donc et ça a été fantastique de travailler avec d'autres disciplines parce qu'on était sur un pied d'égalité, on y va, on va voir une chambre après l'autre, on s'entraide. Avec le stress qu'elle avait aussi, parce qu'elle avait aussi son plan de stage, un peu comme vous disiez, à un moment, il y a des objectifs à atteindre pour passer d'une année à l'autre.
Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué pour les médecins en formation en général, parce qu'à un moment, Jean-Baptiste Ziot le dit aussi, il n'y a plus de salles non-Covid. Enfin, il dit il reste quasi plus de non-Covid, mais même les assistants pour nous de médecine interne ou d'infectio, ils faisaient que du Covid, mais c'est pas toute la médecine et toute l'infectio, évidemment, ça représente qu'une petite partie. Donc c'est vrai qu'au niveau de la formation, c'était compliqué à porter, de se dire à un moment on sacrifie comme ça X mois, voire 1 an ou 2 d'assistanat pour certains, parce que ils ont, enfin nous en tout cas les assistants de médecine ou les stagiaires, ils ont bouffé que du Covid pendant parfois 1 an et demi, quoi. On a le temps encore pour une question, une dernière. Attention, celle-là, elle est compliquée, hein, c'est la dernière. Un peu de pression. Ouais. Non, pour conclure, vous avez longuement abordé la genèse du projet et comment se déroule la préparation d'un tel projet. Moi, j'aimerais parler un peu avec vous des conséquences d'une telle expérience. On voit tout de même des images de vie assez compliquées, assez dures, voire même la mort. Comment, d'un point de vue du cinéaste, d'une personne totalement extérieure, et puis d'un point de vue plus professionnel, d'une personne plutôt habituée à un tel environnement, comment on ressort d'une telle expérience, justement, avec des traumatismes, des enseignements, quel type de connaissances on tire d'une telle expérience? C'est une bonne dernière question, ça. Elle est chouette, oui. Il faut savoir que quand je rentre dans le projet, déjà c'est un moment assez compliqué parce que les cinémas ont fermé, que je venais de finir un long métrage qui aurait eu la chance et la possibilité d'aller dans un grand festival et qui malheureusement s'annule comme ça du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup de frustration en moi. Et donc du coup, je reviens à l'essence de ce que j'aime, c'est-à-dire faire du documentaire. Pour moi, donc j'ai la chance de pouvoir travailler dans les 2 niveaux, que ce soit la fiction et le documentaire. Mais le documentaire m'amène à, si vous voulez, à être dans le réel, dans ce que peuvent traverser la société. Et j'ai beaucoup, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup d'affection pour les gens que je filme, parce que je m'y retrouve singulièrement, voilà, de tout milieu social. Alors je connais moins la bourgeoisie, mais en tout cas la classe moyenne, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et la précarité. Et donc, quelque part, de suivre le chemin de Monsieur Marie a été pour moi la rencontre entre 2 hommes qui ont les mêmes valeurs, la question de la valeur, parce que aussi sur le travail d'infirmière qu'on voit, ou de médecin et autres, les valeurs ont été mises à rude épreuve. Je n'étais pas prêt pour le décès de Monsieur Marie, je vous avoue que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à ça. Je peux l'avouer, je ne suis pas venu en montage pendant 3 mois parce que je ne savais pas. J'avais du mal à regarder ces images, c'était trop compliqué, je n'avais pas le recul nécessaire. Et ça m'a impacté parce que je tombais aussi malade avec l'ingénieur du son, on est tombé malade du Covid. Bon, ça c'est une petite histoire, mais on porte toujours les stigmates, si vous voulez, de tout ça. Ça reste là, et aujourd'hui, comment je me sens aujourd'hui ? J'ai envie de légèreté, en fait, j'ai envie de retrouver confiance en moi, ce que j'ai perdu, parce que j'ai perdu beaucoup de valeurs à travers cette crise, mais c'est pas que le fait d'avoir fait ce film, c'est la société en général. J'ai du mal à m'épanouir, si vous voulez, dans une société qui, pour moi, s'enferme de plus en plus, où il y a d'autres valeurs qui sont là, qui ne sont pas pour moi celles que où j'ai toujours lutté. Voilà. Et donc, du coup, j'espère simplement retrouver mon apaisement personnel. Je ne l'ai pas encore aujourd'hui, on est en 2023, je ne l'ai pas, je suis honnête. Je m'enfonce dans le travail comme un con. Je lutte, voilà, j'essaie de ne plus trop réfléchir. Je suis dans un monde d'action. Et je sais que, comme me disent mes amis, ralentis avant que la chute soit là. Mais
voilà, je pense que la conscience et la prise de conscience de ce film et du message de ce film doit me dire, Christophe, revient à des choses beaucoup plus simples. Comme le dit monsieur Marie, quoi, on est là et profitons simplement d'être là au moment présent. Voilà pour répondre à votre question en toute sincérité. Christelle, je pense que la question s'adressait aussi à vous. De votre côté, je veux dire, c'est vrai qu'on voit des choses dans le film où vous devez traverser, vous donnez beaucoup, vous recevez aussi quelquefois des cailloux, hein, les retours que vous avez de la rue. Vous en êtes où là maintenant On ne sort pas indemne de tout ça. On le voit dans le film, hein, c'est abordé, c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel qu'on a vécu. On n'est pas préparé à autant de morts. Comme je disais aussi souvent, c'est dur de voir des gens mourir en étouffant, en fait. Tous les patients mourraient un peu de la même manière, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Quand on est médecin à l'hôpital, on n'a pas comme ça tout le temps des gens qui meurent en étouffant, je veux dire, c'est exceptionnel. Je crois que je suis passée par la fin de Christophe, c'est-à-dire d'être dans une hyper-action qui a perduré comme ça pendant 3 ans, en fait, avec toujours cette espèce de combat continuel, de projets et des projets, et encore un autre projet de recherche, et puis encore autre chose qui vient derrière, jusqu'au moment où j'ai juste trébuché, je suis tombée, et puis il a fallu se reconstruire, et donc grâce à un monsieur là-bas au-dessus qui est venu voir le film, qui s'appelle Olivier, j'ai réussi à me reconnecter à mes valeurs, les valeurs qui ont fait que j'ai voulu être soignante, comme tous les gens du film. Je pense qu'on débute dans les soins parce que c'est quelque chose qu'on sent en soi, on a envie de soigner les gens. Et il a fallu que je refasse tout un travail et une reconnexion avec moi-même pour me reconnecter à mes valeurs de soignante et puis effectivement être présente au moment présent et essayer vraiment de profiter de chaque moment et de vivre le moment présent. Mais ça m'a pris 3 ans d'arriver à débrancher, dire stop et faire un reset, comme je dis, pour revenir à une certaine normalité. Oui. Merci. On doit arrêter parce qu'une séance suit celle-ci. Donc Christophe, merci. Christelle, merci. Merci à vous d'être venus. Le film sort aujourd'hui. Donc si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous. Un film a vraiment besoin de ces premiers jours d'exploitation pour vivre. Et si vous ne l'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis. Ce sera du public en plus. Voilà. Tu as repris ma phrase. C'est vrai, Moi, je disais ça tout le temps. Moi. Ah ben voilà.